Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le site des rencontres A+3 pour préparer vos oraux 8 chats vidéo avec 8 écoles du concours, les 8 écoles du concours. L'occasion de poser toutes vos questions et de faire mieux connaissance avec chacune de ces écoles. Pour inaugurer cette première session, nous avons le plaisir d'accueillir deux représentants de l'EAC, l'école atlantique de commerce. Guy Gascoin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'EAC. C'est exact. À vos côtés, Isabelle Petit, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des relations entreprises de l'EAC. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite avec une première question d'une internaute. Nini vous demande, quelle est la spécificité de votre école? Alors, la spécificité de l'école, il y en a plusieurs spécificités. La première, je dirais que on est le bachelor de Audencia, du groupe Audencia. On a une orientation internationale très appuyée, c'est-à-dire que tous les étudiants ont accès à l'international. On pourra le développer tout à l'heure, mais l'ensemble des étudiants partent en stage à l'étranger. Plus dans le cursus, un certain nombre de cours, notamment en langue étrangère, langue anglaise. La deuxième spécificité, c'est qu'on a une proximité forte avec les entreprises. L'école atlantique de commerce existe depuis 35 ans. Elle a été créée à l'initiative des chefs d'entreprise, donc très grande proximité des entreprises. Et puis la troisième spécificité, c'est une proximité avec les étudiants et un accompagnement individualisé au quotidien. L'accompagnement individualisé, il se traduit par un accompagnement sur la construction du projet professionnel, mais aussi sur l'après-EAC, et puis pour permettre de choisir le meilleur après. Voilà, à la fois sur des spécialisations métiers, mais aussi sur des poursuites d'études pour ceux qui le souhaitent. Très bien. Alors, l'épreuve, les épreuves orales approchent, et on a une question de Alex qui demande comment se passe l'oral à l'EAC, justement. Ça se passe bien. Ça se passe bien pour eux et pour nous. Quand on est candidat, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, les candidats sont un peu stressés, c'est souvent leur premier entretien, mais les jurys qui sont en face d'eux le savent très bien et le prennent en compte, et qu'on a tout autant intérêt qu'un candidat à avoir de bons profils en face de nous. Donc c'est du gagnant-gagnant. Pour le préparer au mieux, eh bien, c'est déjà de s'intéresser au métier auquel l'EAC prépare ses étudiants. Et pour ça, on a soit la famille, soit les parents, soit des amis qui vont parler marketing, qui vont parler achat, qui vont parler vente. Et puis on a surtout aussi une documentation, une plaquette qu'il faut avoir bien en main pour savoir le cheminement qu'on a au niveau des 3 années. Et puis l'entretien, après, c'est de pouvoir convaincre que la finalité du programme et la façon dont on le dispense fait qu'on est le meilleur candidat. D'accord. Et Titi se demande comment se présenter rapidement tout en suscitant l'intérêt du jury pendant l'oral. Alors, je ne sais pas comment se déroule exactement l'entretien oral, mais en général, l'élève doit se présenter. Et comment, voilà, est-ce qu'il y a quelques tuyaux pour se présenter rapidement et tout de suite éveiller l'intérêt? À l'EAC, il y a 2 entretiens oraux. Il y a un entretien individuel en français et un entretien en anglais. Les deux ont comme particularité, toutes les écoles ne le font pas dans un tout+3, particularité d'avoir d'abord un sujet qu'on tire au sort, qui est un sujet souvent d'actualité, de société, que chaque candidat va travailler en amont. Et on commence toujours l'entretien par cette question-là. Alors, cette question sert surtout à briser la glace, là encore une fois, pour se mettre dans les meilleures conditions. Après, se présenter rapidement, oui, il faut être synthétique, mais on laisse le temps au temps. L'entretien individuel en français, c'est une trentaine de minutes. Et là, on va poser des questions parce qu'on s'engage quand même sur 3 années. Nous, on ne doit pas se tromper, même s'il faut rester humble en recrutement, et que tous les ans, il y a plein de gens qu'on ne prend pas qui sont de très très bons candidats, mais on ne les a pas pris pour X raisons. Et puis, il y a toujours des candidats qui ont besoin un peu plus de temps pour s'exprimer. Le tout, c'est qu'on puisse trouver, dans tous les cas de figure, qu'on puisse trouver le bon angle d'attaque pour que le candidat soit à l'aise, qu'on lui pose des questions qui permettent d'alimenter notre réflexion et qu'à la fin, les deux trouvent chaussures à leurs pieds. Je ne sais pas si ça, tu veux compléter. Oui, et puis là, l'objectif pendant l'entretien de recrutement, c'est aussi de montrer la motivation qu'on a pour l'école, et ça peut se voir grâce à la connaissance que les candidats ont du programme notamment. D'accord. C'est important aussi. Voilà. C'est important. De faire connaissance avec les autres. C'est extrêmement important. Le AC est très connu sur le plan régional et connu aussi sur le plan national.
c'est toujours compliqué de faire un choix d'un candidat lorsque ce dernier vous dit moi, le HEC m'intéresse parce que vous êtes dans les premiers des classements des écoles de commerce. Ça ne veut pas dire grand-chose finalement. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va dans le programme les passionner et les attirer. Donc s'ils participent au chat, c'est déjà un premier pas, puisque C'est du coup, exactement ça. ils s'y intéressent. Question de Martin, comment déstresser pour l'oral? Alors, c'est vrai que pour la plupart, c'est la première fois qu'ils vont se prêter à l'exercice. Est-ce qu'il y a des petites recettes? Faut éviter l'alcool, ça sert à rien avant pour l'alcool. Non, pour déstresser, il faut préparer. Alors, le paradoxe, c'est qu'il faut préparer, mais il faut rester naturel. C'est-à-dire que préparer, ça veut dire quoi? Ça veut dire se renseigner. Effectivement, demain, on parle de métiers dans le domaine du marketing. On a des filières métiers à l'EAC en 3e année, donc une filière marketing communication. Je vais me renseigner. Je sais que j'ai la chance que mes parents travaillent dans ce secteur-là. Je vais me demander c'est quoi ton métier? Ou j'ai des amis de parents, c'est quoi? Ou je vais voir sur Internet. Et c'est ça qui va permettre aussi d'argumenter et de dire voilà, moi ce qui m'intéresse dans l'école, c'est la proximité avec les entreprises. Parce que j'ai pu lire ou je vous ai rencontré sur des salons, ou c'est l'approche internationale, on a une très grosse approche internationale, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'alternance des stages, etc. Tout ce qui va aider à mieux comprendre. Il y a un volet qu'on n'a pas abordé tout à l'heure qui est extrêmement important. Une fois qu'on a fait ça, il y a un volet qui est plus un volet personnel. Et l'individu est extrêmement important dans la capacité à séduire ou pas le jury. Et là, ce volet personnel, eh bien, c'est qu'est-ce qui me plaît en dehors de l'école? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Est-ce que j'ai un sport? Est-ce que j'accompagne des équipes? Est-ce que sur le plan culturel, je fais des choses? Tout ce qui donne envie, il ne faut pas se leurrer. Un entretien, c'est un acte de vente. Donc il faut se mettre en valeur. Encore une fois, en ayant bien en tête que c'est souvent leur premier entretien et dans ces conditions, on sait qu'ils sont un petit peu moins à l'aise. D'accord. Du reste, un conseil, il est toujours préférable de s'échauffer un petit peu avant et ne jamais mettre en premier entretien son école de cœur. Il vaut mieux s'échauffer un petit peu avant. Les questions sont toujours les mêmes. Elles sont posées différemment, mais elles sont toujours les mêmes. D'accord, voilà un bon truc justement pour déstresser. Question de Steph. Qu'est-ce que je dois savoir sur votre école pour réussir l'oral? Alors, que faut-il qu'il sache absolument sur l'EAC? Alors, déjà, combien de stages on va proposer pendant le parcours, où ils ont lieu, puisque le premier stage a lieu chez nous à l'étranger, et ça se passe dès la première année, à partir du mois de janvier. C'est aussi la possibilité de partir une, voire 2 fois en semestre d'études à l'étranger. Ça, c'est pour le volet international, donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir aussi quels sont les modules qu'on propose, ou au moins les grandes familles de modules, quelles sont les spécialisations qu'on propose en 3e année, donc la partie International Development qui est 100% anglophone, avec des spécialisations Zoom Export ou achat. On a autrement une spécialisation en entrepreneuriat, une autre en management commercial, qui existe aussi en alternance. Voilà, donc tous ces bouquets d'options, et puis la filière marketing communication, mais Guy en a déjà parlé. D'accord. On n'attendra pas d'eux qu'ils nous disent, voilà, dans 3 ans, je serai ingénieur commercial, je travaille dans tel ou tel domaine, parce qu'on sait qu'ils ne savent pas. Et c'est notre travail après, au fur et à mesure des mois, des semaines, des mois et des années, d'arriver à finaliser tout ça. Mais effectivement, c'est important de savoir qu'on ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est dans les métiers commerciaux vers lesquels ils veulent se diriger. Après, on a le temps d'affiner tout ça. Question de Thierry, est-ce que l'école nous aide à trouver des stages? Est-ce qu'il y a des stages obligatoires tous les ans? Voilà, oui, l'école aide les étudiants à trouver des stages. Ça commence dès le premier stage, donc le stage d'expatriation. Nos étudiants, dès qu'ils confirment leur inscription à l'école, donc dès le mois de juillet, ils reçoivent un guide de démarches à réaliser avant même leur rentrée à l'école pour le stage d'expatriation. Et après, individuellement, ils sont vus au moins 2 fois pour le stage d'expatriation par quelqu'un, par exemple, de mon équipe. Et puis, pour répondre à l'autre partie de la question, donc est-ce qu'il y a des stages tous les ans? Il y en a au moins un tous les ans obligatoire. Et après, en fonction des parcours, puisqu'il y a aussi la possibilité d'individualiser son parcours, entre la 2e et la 3e année, en 2e année, il est possible d'en faire 2. D'accord. Voilà, donc, sur l'ensemble des 3 années, c'est au minimum un an de stage, 12 mois de stage. Après, on affine son projet. C'est les stages, les conférences métiers, les apports d'expérience, les échanges avec les professeurs,
avec les entreprises qui permettent d'affiner son projet. Il y a autant de projets qu'il peut y avoir d'étudiants, autant de personnalités différentes. Certains vont travailler dans des très grands groupes, d'autres dans les PME, PMI. Certains voudront voir leur patron tous les matins pour échanger, voudront faire un peu de marketing et du commercial, d'autres ce ne sera pas le cas. Donc il y en a pour tous les goûts. Très bien, une question très intéressante d'Alicia. Quelle vision ont les entreprises de votre école? Alors, est-ce que vous le savez un peu et comment vous êtes perçu? Ceux qui peuvent le mieux répondre à cette question, ce sont les entreprises, mais elles sont quand même elles sont présentes tout au long du cursus chez nous. Chaque stage donc, fait l'objet d'une soutenance face à un jury composé de personnes venant de l'entreprise. Nous-mêmes, on travaille actuellement sur ou t'en parleras peut-être Guy, sur EAC 2020. On a aussi à chaque étape, on sollicite les entreprises pour savoir justement ce qu'elles pensent au travers de nos étudiants en stage, mais aussi au travers des missions entreprises qu'on propose, qui ne sont pas des études de cas, pas des stages, mais un peu des deux, des commandes concrètes d'entreprise qui permettent à nos étudiants de mettre en pratique ce qu'ils ont vu en cours. D'accord. Comme je te disais tout à l'heure, l'école a été créée à 35 ans maintenant, à l'initiative des chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise qui sont souvent des élus chambre de commerce. Et on a l'avantage, ce qu'on appelle référentiel de formation et le référentiel de l'EAC. Donc ce référentiel, il évolue au fur et à mesure des mois et des années. Et pour pouvoir faire évoluer ce référentiel, eh bien, c'est grâce au contact que l'on a en permanence avec les entreprises, au travers des stages, au travers des suivis, grâce aux étudiants qui nous remontent de l'information et grâce au corps professoral qu'on fait évoluer ce programme. Et puis Isabelle l'évoquait tout à l'heure, là on travaille au niveau du groupe, Audencia et de l'EAC sur ce qu'on appelle le nom de code, c'est EAC 2020. Que sera l'école en 2020 ? Et bien évidemment, beaucoup de tables rondes et les entreprises sont partie prenante. Nos étudiants sont partie prenante parce que finalement, ils sont acteurs aussi. Donc, entreprises, étudiants, permanents de l'école, professeurs de l'école, tout ça fait qu'on travaille déjà sur ce qu'on sera dans les 5 prochaines années pour aussi être répondre toujours aux attentes des uns et des autres. On revient aux épreuves orales avec une question de Blondie. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour vous chez un candidat ? Il n'y a rien de rédhibitoire. Ce qui peut être rédhibitoire, c'est d'arriver en entretien et de rien avoir à dire, auquel cas, là, on ne pourrait pas juger. Mais rien n'est rédhibitoire. On peut, et je dis souvent aux candidats, mais c'est aussi valable lorsqu'on fait des soutenances, qu'on parle des soutenances, on peut avoir une question sur laquelle on n'a pas la réponse, on ne peut pas tout savoir, il n'empêche qu'on rebondit sur autre chose à côté. Ce qui est rédhibitoire, c'est quelqu'un en face de nous qui n'a pas du tout réfléchi sur son projet, qui ne connaît pas la maquette et qui nous semble plutôt amorphe. Là, on n'a pas envie de le prendre dans l'équipe. C'est peut-être quelqu'un de très bien, mais sur ce qu'il a présenté sur l'exercice, en tout cas, ça ne nous donne pas envie de le prendre. C'est ça qui est rédhibitoire. Tout le reste n'est pas rédhibitoire. On peut, alors des fois on a la question, je ne sais pas si on l'aura tout à l'heure, d'étudiants qui sont un peu plus faibles en anglais et qui disent, est-ce que c'est rédhibitoire d'avoir un niveau d'anglais un peu faible ? Ça peut être un handicap au démarrage, mais ce n'est pas rédhibitoire. Et du reste, on a à l'école des gens qui sont excellents en anglais et d'autres qui sont beaucoup moins à l'aise. Mais comme on fonctionne par groupe de niveau, eh bien les meilleurs progressent encore et ceux qui étaient moins à l'aise commencent à faire des progrès parce qu'en petit groupe, on fonctionne à l'EAC, on fonctionne en 10e, 12e de promo en cours de langue. Donc ça veut dire que c'est des groupes d'une quinzaine de personnes. Là, on a l'occasion de parler, de s'exprimer en anglais. Le stage dont parlait Isabelle tout à l'heure à l'étranger, ça les fait progresser. Donc rien n'est rédhibitoire en tant que tel. Bon, ça fait parfaitement la transition avec la question suivante de Nikita. Quel niveau de langue attendez-vous des candidats ? Alors il y a une des deux épreuves qui est en anglais, donc quel est le niveau de langue attendu ? Là, je redirais ce que Guy a donné. Il faut quand même être capable d'échanger et d'exposer sur quelques mots sur le sujet qu'ils ont préparé. Et puis après, il y a quand même aussi la pondération des coefficients entre l'entretien individuel de motivation qui pèse 8, un coef 8 sur les 12. Et 8 sur les 12 et donc 4 pour l'anglais. Donc même si l'anglais se passe pas très très bien, ou c'est vraiment très difficile d'aligner quelques phrases, si l'entretien individuel est bien réussi, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, les épreuves sont constituées par les professeurs de terminale, donc ils connaissent bien le niveau, et le niveau moyen, c'est le niveau moyen de terminale. Alors c'est sûr et certain que si on est plus à l'aise, on a des gens qui sont quasiment bilingues quand ils rentrent dans l'école, ils gagnent plus de points dans ce domaine-là. Mais c'est pas rédhibitoire, c'est-à-dire que c'est pas éliminatoire pour autant.
Alors, AZ, elle nous dit « Je suis très nul en anglais. Est-ce très important pour intégrer l'école ? Parce que j'aimerais partir à l'étranger pendant mon cursus. Est-ce qu'il y a beaucoup de destinations anglophones ?» Donc, je pense que C'est aussi pas. Ouais. Alors, façon est-ce que c'est important pour d'améliorer son intégrer niveau. l'école? Oui et non. Si elle a été performante sur les autres épreuves, qui sont les épreuves de synthèse, les épreuves de logique et les épreuves de seconde langue, espagnol, allemand ou autre, bah, ça ne sera pas trop pénalisant. S'il n'a pas été bonne sur les autres et sur l'anglais, là, ça sera pénalisant. Autrement, D'accord. c'est pas le cas. Et puis alors pour répondre sur les destinations anglophones, alors il y a deux choses, hein. Il y a l'expatriation par le biais du stage. Alors là, c'est possible dans tous les pays du monde, hormis pour des destinations voilà, à risque sur le plan sanitaire ou des destinations où il peut y avoir des conflits. Donc là, effectivement, on va interdire le départ. Maintenant, on a quand même 60% de nos étudiants qui choisissent des destinations anglophones pour leur stage expatriation. Et ensuite, on a la possibilité, nos étudiants ont la possibilité de partir en deuxième année, un semestre d'études. On a des partenariats sur tous les continents, puisqu'on bénéficie des partenariats d'Audencia Group. Et on a beaucoup de nos étudiants qui partent aux États-Unis. On en a d'autres qui partent aussi sur le continent asiatique, mais là, les cours ont lieu aussi en anglais. Et puis, on a un double diplôme en Suède. Là, voilà, ça se passe aussi tout le temps en anglais. Voilà. Donc, des destinations anglophones, il y en a un certain nombre. Autre exemple par rapport à l'accompagnement, le stage d'expatriation arrive très très tôt dans le cursus de l'EAC, ce qui fait toujours peur aux étudiants. En plus, une partie de nos étudiants, 25% en moyenne, ont que 17 ans. Lorsqu'ils rentrent dans l'école, ils sont très 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 jeunes. Ça effraie davantage les parents que les élèves de partir à l'étranger, mais là on ne les laisse pas partir n'importe comment, c'est-à-dire qu'on les accompagne. On va, avec les professeurs d'anglais, leur dire comment est-ce qu'on rédige un CV en anglais. On a des salles ce qu'on appelle les salles de phoning, eh bien on va les aider à décrocher le téléphone, entre guillemets, se vendre auprès d'interlocuteurs étrangers pour qu'ils puissent avoir des vraies opportunités. Et ça fait quelques années qu'on a ce stage d'expatriation. On n'a jamais eu un étudiant qui s'est retrouvé sans stage au final. Il a lieu à quel moment dans l'année ? De fin janvier à fin mars. Voilà, ils sont tous rentrés il y a quelques temps et on a tous eu l'occasion de les voir présenter leur stage lors des soutenances. Et puis pour ceux qui sont un peu plus en difficulté aussi, qui ont des difficultés à utiliser leur réseau pour trouver ces stages, on a aussi, nous, des offres de stage. Là, on a un peu plus de 35% qui l'ont trouvé grâce à l'école. D'accord. Et pour ce premier stage donc, en langue étrangère, on est moins exigeant sur le contenu en tant que tel. On sera très exigeant en deuxième année et troisième année. C'est plus un stage de développement personnel. Souvent, c'est la première occasion pour beaucoup de quitter la famille, encore plus à l'étranger et encore plus dans une langue qu'ils ne pratiquent pas au quotidien. Et sur tout ce qu'on voit, moi je vois certainement en soutenance, 99,99% d'entre eux sont ravis à leur retour d'avoir fait des choses. Et ceux qui ont pris beaucoup de plaisir, eh bien, ils retournent du coup en deuxième et troisième année. On change de sujet avec Romy. L'école se trouve à Nantes, c'est bien ça. C'est facile de s'y loger pour pas trop cher. Facile de s'y loger, oui, parce que c'est une ville, on va dire, universitaire, il y a beaucoup d'étudiants, donc il y a un certain nombre de campus. Alors, la spécificité de l'AC, c'est qu'on est dans l'hypercentre de Nantes, ce qui est un gros avantage, qu'on est dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire, et qu'à côté, il y a un certain nombre d'investisseurs dans l'immobilier qui ont des studios, etc. Et on pose toujours la question en début d'année, est-ce que tout le monde est bien logé? Est-ce qu'il n'y a pas des gens sur la rue? Eh bien, non, tout le monde a trouvé. D'accord. Après, je ne connais pas les tarifs des loyers, mais on est dans une ville de province, les tarifs ne sont pas prohibitifs. Question de Popo, comment est l'emploi du temps en première année ? Alors, la moyenne d'heures de cours, c'est à peu près 25 heures par semaine, auquel il faut rajouter le travail personnel à fournir régulièrement, mais aussi les travaux de groupe qui vont arriver petit à petit et sur lesquels il faudra se rendre disponible, en général plutôt en soirée.
Et contrairement au lycée, une semaine en première année, mais c'est valable aussi en deuxième et en troisième année, ne ressemble pas du tout. Voilà, mis à part les langues qui occupent tout leur lundi et leur mercredi matin, hein, puisque c'est un investissement important dans l'enseignement, les autres cours, ils ne vont pas les retrouver d'une semaine sur l'autre. Il y a certains cours qui nécessitent un format séminaire qui vont avoir lieu pendant 3 jours d'affilée, et puis d'autres cours, c'est par petites touches, de 2 heures par semaine ou de 2 heures par quinzaine, voilà, en fonction des thématiques et puis de la progression pédagogique. La première année est toujours un peu déstabilisante, parce qu'on rentre dans une autre dimension quand on rentre en enseignement supérieur. Et à l'EAC, les étudiants sont pris pour des adultes dès le démarrage et on fonctionne comme dans une entreprise. Et ce qui est toujours compliqué, c'est que lorsqu'on travaille sur ce qu'on appelle des dossiers, des missions entreprises, des applicatifs, on va lancer un projet, étude de marché, si on prend l'exemple en deuxième année, ils vont avoir un certain nombre de jours, de semaines pour pouvoir travailler. Et on va libérer du temps. Quand on va libérer du temps, on ne va jamais regarder ce qu'ils font. Comme quand un patron vous confie une tâche. C'est-à-dire que si, comme aujourd'hui il fait très beau, ils vont à la plage, ils vont à la plage. Mais si le document est à rendre demain à 9 h, il sera à rendre demain à 9 h. Après, ils s'organisent. Et c'est vrai que gérer son temps, ce n'est pas toujours évident parce que ça veut dire qu'il faut travailler en équipe, il faut planifier. Ça les fait grandir dans tous les sens du terme et surtout, ça répond aussi aux attentes des entreprises. Question d'Audrey qui demande quelle est la dose de travail tout au long du cursus. Oui, je peux répondre. Alors, elle est fluctuante en fait. Il y a des périodes, là actuellement, justement, nos deuxièmes années, ils ont commencé leurs examens ce matin et ils sont en train de rendre leur dossier dans plusieurs matières. Donc, c'est une période intense en travail. Il y a d'autres périodes où ça peut être plus cool, mais ça reflète aussi la vie de l'entreprise en fait. Des fois, les étudiants nous disent, on ne comprend pas parce que pendant 15 jours, c'était plus light, et là, on a 3 dossiers à rendre. Mais dans la vie de l'entreprise, c'est aussi ça. Dans la vie de l'entreprise, votre directeur commercial, directeur marketing, il n'enchaîne pas les dossiers derrière les uns derrière les autres. Bien souvent, il y a 2 ou 3 dossiers à rendre, donc il faut s'organiser en conséquence. Et une chose importante à l'EAC, c'est qu'on ne fera jamais à la place des étudiants, mais on leur donnera tous les moyens pour réussir. On n'ira jamais chercher un stage à leur place, mais ils sauront comment il faut faire, on les aidera, on les accompagnera. Tout ça pour les rendre très rapidement le plus autonome possible. Et ça fonctionne plutôt bien depuis 35 ans. Question de Flo, elle vous demande, le programme Calypso, c'est quoi? Alors, c'est le programme qui permet d'accompagner nos étudiants dans la construction de leur projet professionnel. Ils arrivent, ils sont très jeunes, pour 25%, ils n'ont même pas 18 ans le jour de la rentrée. Donc l'idée, c'est de les accompagner tout au long des 3 années à se poser les bonnes questions, déjà apprendre à se connaître, qui ils sont, ce qu'ils savent déjà faire, et petit à petit connaître quelles sont les familles de métiers, puis après plus spécifiquement les types d'entreprises. Est-ce que je vais préférer travailler dans une start-up ou dans un grand groupe? Est-ce que je préfère le secteur de la mode à celui du sport ou de l'agroalimentaire? Et puis quel type de métier, quel type de fonction je vais aimer, dans laquelle je vais m'épanouir? Est-ce que je serais plutôt analytique et puis préférer les chiffres et travailler dans le domaine du marketing, ou être au contact dans la partie commerciale? Voilà. Donc c'est toute cette construction personnelle, et puis avec évidemment la construction des outils, on en parlait tout à l'heure, des CV, l'aide de motivation, mais aussi comment bien gérer son image et son e-réputation dans le cadre du recrutement sur les réseaux. Et puis se poser les bonnes questions. Donc c'est un fil rouge, le programme Calypso, tout au long des 3 années. C'est assez révélateur du mode de fonctionnement de l'école par rapport aux étudiants, par rapport à la proximité. C'est-à-dire que on les amène. On a 2 partenaires, je n'aime pas utiliser le mot client, on a 2 partenaires. Le premier, c'est l'entreprise. Si on existe, c'est grâce aux entreprises. Le deuxième, ce sont les étudiants et leurs familles. Pour les entreprises, c'est d'amener des gens qui soient performants, intégrables et évolutifs. Pour les étudiants et leurs familles, c'est de trouver chaussures à leurs pieds par rapport à l'emploi. Et que ces 2 partenaires s'y retrouvent à un moment donné ou à un autre. Ça, on l'a toujours fait. On était des précurseurs. Nous, on l'appelle Calypso, d'autres l'appellent différemment, mais on était précurseurs dans ce domaine-là. On va plus loin aujourd'hui parce que le public a aussi évolué. On va jusqu'à les aider, les accompagner à leurs projets professionnels qui, quelquefois,
s'arrêtent au bout de 3 ans, mais qui, pour la plupart du temps, se poursuivent sur 2 années supplémentaires au bout de 5 ans. Et ça, c'est important de se dire, finalement, la formation n'est qu'un moyen d'arriver par rapport à un objectif. Donc, il faut déjà déterminer les objectifs. Une fois qu'on a l'objectif, on peut mettre en place les bonnes formations, d'autant plus qu'il vaut mieux éviter de se tromper, parce qu'aujourd'hui, ça coûte un peu d'argent au niveau de la formation. Question de John Snow. Quel est le taux d'insertion professionnelle des élèves à la sortie de votre école? Voilà. Alors, on a deux types de choix pour nos étudiants en sortant de l'école. Il y a ceux qui donc choisissent de poursuivre leurs études, Guy vient d'en parler. Ils sont 70% aujourd'hui et on en a 30% qui choisissent de s'orienter vers le marché du travail et en insertion professionnelle. Le jour de l'examen final, qui pour nous en fait clôture le cursus à l'école, là sur les 3 dernières années, on en a à chaque fois plus de la moitié qui ont déjà en fait un contrat, qu'ils soient en CDD ou en CDI, alors qu'ils ne sont même pas encore diplômés. Voilà. Et l'insertion, elle est ensuite très rapide, puisque à 3 mois, on est déjà à 97% d'insertion. Voilà, la problématique aujourd'hui, elle est plutôt sur la poursuite d'études et comment bien choisir sa poursuite d'études. Ceux qui ont envie de travailler en sortant, aujourd'hui, c'est assez simple. Enfin, c'est pas un paradoxe, mais ce qui est toujours intéressant de voir, c'est que c'est vrai que ces 3 premières années d'enseignement supérieur sont extrêmement fortes et importantes pour les étudiants. Et j'ai toujours été surpris de voir que même avec la poursuite d'études sur des Bac+5, beaucoup reviennent vers nous après pour chercher leur premier emploi, parce que le mot famille est un petit peu fort, mais on est assez proche de ça et ils viennent naturellement pour avoir des conseils, alors qu'ils sont déjà depuis 2 ans en dehors de l'école. On continue avec toujours John Snow qui demande dans quel secteur et dans quel type d'entreprise l'insertion se fait-elle majoritairement? Alors, est-ce qu'il y a des... Alors, les tendances, elles sont, en fait, elles reflètent ce qu'on propose à l'école, c'est-à-dire une individualisation des parcours. Donc, on n'a pas de grandes vagues de consultants qui vont sortir. On a des étudiants qui travaillent à l'étranger dans le domaine du commerce international. On en a d'autres qui travaillent en France sur un poste export, donc ils sont aussi en lien avec l'international, dans des PME, mais aussi dans des grands groupes. On a des étudiants qui à l'issue de leur cursus à l'école, sont embauchés comme chef de secteur dans un grand groupe. On en a aussi qui intègrent de toutes jeunes start-up, elles-mêmes créées par certains diplômés de l'école. Donc, voilà. On continue avec les liens sur l'entreprise. Une question de David B. Avec quelles entreprises avez-vous des partenariats ou des liens privilégiés, soit parce qu'elles embauchent des anciens, soit parce qu'elles proposent des stages? Là, il y en a un certain nombre, puisqu'on signe tous les ans 520 conventions. Donc je ne vais pas citer l'ensemble des entreprises. On organise aussi 4 forums tous les ans pour permettre à nos étudiants qui recherchent des stages, mais aussi à nos partenaires entreprises qui recherchent des stagiaires, de se mettre en relation. On fait du job dating. Et là on a un peu plus de 150 participants au forum tous les ans, et puis on a aussi une centaine de personnes pros de l'entreprise qui viennent faire des jurys tout au long de l'année, et une centaine aussi qui viennent faire des conférences métiers. Voilà, là ce sont autant d'entreprises partenaires, sans parler de celles qui nous soutiennent plus directement financièrement. C'est vraiment très très large. On a des entreprises de taille importante dans le domaine agroalimentaire. En plus, sur la région, on est bien placé. Effectivement, on va pas faire de la pub pour toutes les entreprises. Dans le domaine du service, dans le domaine bancaire, on a aussi un certain nombre d'entreprises partenaires. Partenaires OAC, mais partenaires Audencia. Dans le domaine de l'aéronautique, je ne citerai pas l'entreprise. Donc c'est vraiment très très vaste. Mais on a aussi beaucoup de partenaires, et c'est extrêmement important, dans des PME, PMI. Parce qu'aujourd'hui, il y a des vrais métiers extrêmement riches, dans tous les sens du terme, dans des PME, PMI. Il n'y a pas que dans des grands groupes. On peut très bien, et Dieu sait si on est en contact de ces PME, PMI, on peut très bien avoir de très très belles carrières dans ces sociétés. On enchaîne avec 2 questions sur le même thème. Une question d'Alexis. Il y a des bourses proposées, entre parenthèses, il cite prix du logement, prix de l'école me revient très cher, je n'ai pas forcément les moyens. Et une question de Letty qui demande, est-ce que vous proposez des bourses? Alors, le prix d'une année à l'EAC, c'est 6 850 €. Le coût réel d'un étudiant, c'est 2 fois plus cher, grosso modo. La différence, elle est payée aujourd'hui par les entreprises.
via ce qu'on appelle la taxe d'apprentissage et via ce qu'on appelle les collectivités, les chambres de commerce pour pas les citer. Mais c'est toujours beaucoup d'argent à donner. Et en plus, si on n'est pas sur la région, il y a effectivement l'appartement à louer, etc. etc. Oui, à l'EAC, il y a différentes bourses. Alors, on a d'abord les bourses Crous parce qu'on est éligible aux bourses Crous. Donc, les étudiants qui sont éligibles aux bourses Crous les touchent. Et puis, à l'EAC, on a créé 2 autres types de bourses qu'on appelle bourses fonds sociales. Donc, qui sont des bourses qui permettent aux familles de bénéficier d'une aide. Alors, forcément, ceux qui sont éligibles au Crous sont déjà, on va dire, éligibles à cette bourse-là, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que ça permet à des familles qui sont toujours juste au-dessus du seuil qui permet d'avoir des bourses, d'y avoir accès. Donc ça, c'est une première catégorie de bourses. Et la deuxième catégorie de bourses, c'est ce qu'on appelle les bourses de mobilité internationale, c'est-à-dire que les étudiants qui vont partir, on va pas parler pour le moment, mais on en parlera peut-être après, du semestre d'études à l'étranger, eh bien, on va les accompagner, les aider à partir à l'étranger. Et en plus, et comme étant une école visée, on est éligible aux bourses Envoléo et aux bourses Erasmus. Donc il y a un certain nombre de bourses qui permettent, pour certains, de financer une très grande partie de la formation, pour d'autres, une autre partie de la formation. Ce qu'on fait attention, c'est de ne pas faire de sélection par l'argent. Et du reste, on a mis, il y a 2 ans maintenant, 3 ans, 2 ans, en 3e année, une filière métier en contrat en alternance, en contrat de professionnalisation, qui permet aussi, dans le cadre de la formation, de se faire financer, d'essayer d'être faire financer la 3e année. Alors justement, c'est la question de Laura, est-ce que l'alternance est possible donc à partir de la 3e année? À partir de la 3e année, l'alternance elle est possible. Donc c'est donc un moyen, une source de financement de l'école. Et en plus, nos alternants sont rémunérés. Donc ils suivent le même programme que les autres. C'est juste le rythme qui change. Ils sont 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école en moyenne. Voilà, ça sur la 3e année. Et voilà, elle est ouverte à tous nos étudiants. Et on a, si on revient au stage d'expatriation, volontairement, il y a 2 ans, on a avancé ce stage d'expatriation, parce qu'autrefois, à l'EAC, il n'y avait jamais de vacances, c'était toujours en stage. Et là, on laisse nos mois de juillet et août complets pour nos étudiants, pour qu'ils puissent bosser l'été et aider les parents, leur famille à financer. Voilà, et on propose même là des jobs d'été rémunérés sur l'été. Là, c'est plus du stage, c'est vraiment du job d'été que peuvent proposer nos partenaires, justement. On continue avec les questions des internautes. Question de Pierrot. Comment est la vie étudiante à l'EAC? Alors, c'est les étudiants. C'est les étudiants qui en parleraient le mieux. Hein. Là, ils viennent de. Elle est plutôt. Moi, je la trouve plutôt sympa. On a, comme beaucoup d'écoles de commerce, un bureau des élèves, un bureau des sports, certaines animations qui sont faites. Au-delà de la vie étudiante est extrêmement importante dans une école. Elle ne fait pas tout, mais elle contribue à un point important, c'est prendre du plaisir. Et dans une école comme en entreprise, il faut prendre du plaisir, faire ce que l'on fait au quotidien, être content de venir à l'école. Dans des écoles de commerce telles que les nôtres, l'esprit école est très fort. On ne trouve pas toujours ça ailleurs, mais cette vie étudiante contribue à... Alors, ils font plein de choses ensemble, dans un cadre très pro, parce que quand on fait un dossier par équipe, on est forcément obligé de travailler ensemble dans l'école et en dehors de l'école, mais ils font un certain nombre de choses, des activités, alors, je ne parlerai pas des soirées, parce que toutes les écoles de commerce en font, mais des activités sportives. Hein, je tire mon chapeau au bureau des sports de l'EAC, qui est extrêmement dynamique, qui a emmené les dernières... 50-60 étudiants sur 1 semaine de ski. D'autres ont organisé un week-end. Il y avait 250 étudiants de l'EAC. Il y a 450 étudiants dans l'école. Il y en avait 250 qui étaient partis ensemble sur un week-end. Ça contribue en tout cas à prendre du plaisir. La semaine dernière, on avait les élections du bureau des élèves, donc c'est un moment un peu fort dans une école où là, il y a 2-3 listes qui vont essayer de convaincre l'ensemble des étudiants qu'ils ont les meilleures listes, et à partir de là, il y a forcément un peu plus de bruit dans l'école, mais ça, c'est la vie de l'école, quoi. C'est ce qui fait la vie de l'école, et c'est ce qui fait que dans 10 ans ou dans 15 ans, quand ils se reparleront entre eux de leur passage à l'EAC, ils parleront d'aspects très pro, et puis de plein de choses de plaisir qu'ils prennent ensemble. Et puis pour compléter là sur la vie étudiante, il y a aussi au-delà des associations les options qu'on peut proposer qui sont autant de moments où ils peuvent se retrouver dans une activité un peu plus décalée de celle qu'on propose sur les matières un peu plus académiques. On propose du théâtre, donc régulièrement ils nous proposent des représentations qui sont
toujours de qualité, du théâtre en anglais qu'on appelle le dramat, ou du théâtre en français, du sport, de la danse, photo, italien, arabe, chinois, enfin voilà, il y en a pour à peu près tous les goûts, et puis aussi une activité citoyenne. Question de Lila qui demande quel type d'association avez-vous? Alors, est-ce qu'il y a quelques associations un peu emblématiques à l'école? La plus ancienne, c'est le bureau des élèves. Le bureau des sports vient juste de démarrer. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est aussi l'occasion de se rapprocher du programme Grande École d'Audencia. Et je vois là, le bureau des sports, aujourd'hui, ont des équipes mixtes dans le hand, dans le foot ou autre, où les uns et les autres apprennent à se connaître et puis essayent d'avoir les meilleurs résultats possibles. La plus grande difficulté dans nos types d'écoles, c'est d'inscrire dans des championnats universitaires parce que l'alternance de la théorie et de la pratique fait qu'à un moment donné ou à un autre, ils sont obligés de partir à stage étranger. Et tous les étudiants partent pendant X semaines à l'étranger. Donc il faut des groupes conséquents et performants pour pouvoir après honorer les couleurs de l'école au plus haut niveau. Question de Nico, est-ce que la vie associative est valorisée dans le cursus? Oui, tout à fait. C'est un peu plus... ça, c'est assez récent. On le propose comme une option sur des étudiants qui sont membres d'un bureau d'association, qu'elle soit à l'école ou en dehors d'ailleurs, et qui le développent. Et puis on a aussi un dispositif dont on n'a pas encore parlé et qui est possible entre la 2e année et la 3e année pour ceux qui ont choisi ce qu'on appelle chez nous le parcours corporate. C'est l'occasion de partir sur une mission solidaire et sociale l'été. Et on a des étudiants là depuis 2 ans qui partent plutôt par groupe de 4-5 sur des thématiques donc, humanitaires. On en avait en Thaïlande l'an dernier, au Sénégal, on en a en Inde. Voilà, dans plusieurs destinations, là, on a 25 étudiants qui partent cet été aux 4 coins du monde et plutôt par groupe de 4-5. Donc ça fait aussi l'objet de quelque chose qui est évidemment valorisé au-delà d'un point de vue académique au niveau des notes, mais aussi dans un cursus et dans un CV, voilà, parce que l'expérience humaine, elle est incroyable. Question de Crip, est-ce que vous avez des aménagements d'horaire pour les sportifs de haut niveau? Ah, c'est une bonne question. Oui et non. Non, on est souvent sollicité sur des sports de haut niveau d'équipe. Et là, c'est très très compliqué parce qu'il faudrait qu'on les puisse les libérer en milieu d'après-midi. Alors, je ne vous cacherai pas que dans le cadre de l'EAC 2020, c'est une des réflexions que l'on a. Mais il n'empêche qu'on a déjà des sportifs de haut niveau à l'EAC. On en a eu en aviron, en perche, notamment en athlétisme. Et là, on les libère sur les stages équipe de France. C'est-à-dire quand ils sont en stage équipe de France, on les libère. En dehors de ça, pour le moment, ils sont obligés. Je prends le cas de l'aviron. On avait une étudiante il y a quelques années. Elle était obligée, elle s'entraînait le matin avant d'aller en cours et après aller en cours, elle était aussi sur les bassins pour s'entraîner. Ce qui est toujours extrêmement compliqué. Mais on travaille sur un projet beaucoup plus large parce que je pense que les sportifs de haut niveau apportent beaucoup à une école. On a aussi un hockeyeur. Oui, on a à l'école, on a un hockeyeur qui joue au plus haut niveau à Nantes. Question de Tim, vous parliez de semestre à l'étranger. Quand partons-nous à l'étranger et où? Alors, c'est possible de partir en 2e année, puis en 3e année en semestre d'études. Alors, en 2e année, le choix des possibles, là, par exemple... Il y a 180 partenaires au niveau du groupe. On n'a pas besoin de 180 partenaires à l'EAC. Il y en a 32, 35 partenaires. Ouais, voilà. Ils partent en Europe, c'est possible, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, Costa Rica et en Asie. Voilà. Et alors, en 3e année, c'est possible de faire soit un semestre d'études, puis un stage à l'étranger. Donc là, on a 3 universités partenaires avec lesquelles on le propose. Donc soit en Allemagne, soit au Royaume-Uni. On en a une à Dublin, une autre à Londres. Et de faire sinon l'ensemble de sa 3e année en Suède avec notre partenaire, une copine. Et là, c'est un double diplôme. C'est-à-dire qu'ils partent faire leur 3e année entière en Suède et ils obtiennent à l'issue de la 3e année le diplôme de l'EAC, mais aussi le diplôme de notre partenaire. Et ajouter à ça, entre la 2 et la 3, l'année césure. Et dans le cadre de l'année césure, ils peuvent aussi partir chez un de nos partenaires à Dublin et aller chercher un double diplôme.
Question de JP, on revient aux épreuves orales. Comment sont composés les jurys des oraux? Toujours 2 personnes, composées de professeurs permanents et quelques professeurs extérieurs, intervenants extérieurs. Donc des gens qui connaissent très très bien l'école, qui savent quels sont les attendus de l'école, et qui surtout, dans chaque jury, il y a toujours une personne expérimentée, toujours dans le même approche de attention, on ne demande pas la même chose à des jeunes de 17-18 ans qu'on demande à quelqu'un qui a 25-30 ans dans un entretien. Et à partir de là, on adapte bien évidemment. Et les questions, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais extrêmement important, c'est pas très compliqué de mettre dans les cordes un candidat, hein, poser 2 ou 3 questions un peu compliquées, et il perd ses moyens et est déstabilisé. On n'a rien à gagner à ça, parce qu'il ne sera plus en capacité de montrer qui il est, et puis nous, bah, on va dire, on ne prendra pas, et qu'à côté, il est extrêmement performant. Donc on va au contraire les mettre à l'aise, mais par contre, on va être exigeant sur le fait qu'ils doivent savoir ce que l'on fait et comment on le fait. Question d'Amandine, quel est l'intérêt du visa et les bachelors sont-ils tous visés? Alors, l'intérêt du visa, il est important pour, même prépondérant pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études, hein, puisque c'est la porte d'entrée, hein, c'est un diplôme Bac+3 qui permet d'intégrer n'importe quelle université ou autre école, grande école, puisqu'en fait, le choix des possibles est large. Et c'est aussi un diplôme qui leur permet de poursuivre aussi à l'étranger. Voilà. Alors, tous les diplômes visés, tous les bachelors visés, je vais peut-être te laisser. Visa, ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un visa, donc c'est le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui le délivre, qu'on peut ne pas avoir le visa, et si on l'a, on peut l'avoir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, maximum c'est 6 ans. Le AC est visé depuis 2003. La première année, on était visé pour 3 ans, donc 2003-2006. En renouvellement de visa, la première fois, on était visé pour 6 ans, 2006-2012. On est repassé en commission en 2012 et on est à nouveau visé pour 6 ans jusqu'en 2018. Il y a d'autres centres de bachelor qui ne sont pas forcément visés. Ils ont souvent ce qu'on appelle les titres RNCP. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises écoles, loin de là. Elles sont tout à fait honorables. La seule chose, c'est qu'elles l'ouvrent moins possible que sur une école visée. Effectivement, le visa délivre un diplôme et comme sur le baccalauréat, bah, c'est monsieur le recteur qui va signer le diplôme, le directeur de l'école, etc., etc. Et c'est une reconnaissance internationale. Et c'est vrai que c'est un des critères, c'est pas le seul critère, mais c'est un des critères de choix sur lesquels il faut faire attention, quoi. Très bien, on arrive au terme de ce dialogue. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un petit mot à dire aux internautes qui se sont connectés, qui ont voulu faire mieux connaissance avec l'EAC? Est-ce que vous auriez un petit mot pour terminer cette conversation? La première chose, c'est de les féliciter, parce que s'ils sont devant leur micro-ordinateur, c'est qu'ils s'intéressent à l'EAC ou à d'autres écoles, et ça, c'est un des premiers éléments à prendre en compte. La deuxième, c'est que si ces internautes, ils ont postulé à l'EAC, j'espère qu'ils ont reçu les écrits. On sera heureux de les accueillir dans les semaines qui viennent, parce que ça commence le 6 mai jusqu'à fin mai. En 2 mots, préparez les entretiens, ne stressez pas trop. Effectivement, avant un entretien, allez faire un peu de sport pour vous oxygéner, en sachant qu'en face, les interlocuteurs ont autant envie que eux de trouver de bons candidats. Très bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce dialogue. Restez connectés, à 17h, un nouveau rendez-vous avec des représentants de l'ESC La Rochelle. Donc restez connectés, à bientôt.